Bienvenue dans Démasqué, la conversation où les masques tombent et où les muses révèlent leur vérité. À travers ces entretiens, la parole est à celles qui ont vécu le rituel du masque et on partage l'intime récit au-delà des images. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Émilie. Hello. Émilie, comment vas-tu? Ben ça va super, Serge, et toi? Ça va très bien, merci. On va recommencer doucement encore une fois. Émilie, qui es-tu? Alors, question très 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 vaste. Ouais. Donc, je pense que je peux faire une mini description de moi, mais le mieux c'est qu'à peut-être que on y aille petit à petit. Step by step. Step by step, exactement. Ouais. Mais grosso modo, je dirais que voilà, je suis une artiste qui vit sur Paris, je suis métisse. C'est important. Le dire. Okay. Ça fait partie de mon identité. Je suis quelqu'un de passionné. Et après, écoute, j'ai pas mal de facettes, mais je pense que le mieux c'est qu'on se pose des questions, qu'on discute et que voilà. J'ai noté quelque chose déjà dans ta petite description. J'y reviendrai avec grand plaisir. Notamment ce côté métis que tu défends. Avant ça, première question, quel est ton plus grand défaut? Alors, mon plus grand défaut, je dirais que c'est que parfois je suis impulsive. Okay. Justement, le côté émotif, peut-être un peu spontané, un peu passionné, fait que parfois je peux être quelqu'un de justement trop émotive. D'accord. Et de justement impulsive. Émotive, tu veux dire quoi? Que tu te laisses vraiment dépasser par certaines émotions, tu n'arrives pas à te maîtriser. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Bah, en fait, c'est pas que j'arrive pas à enfin, si, je pense qu'initialement, je suis quelqu'un qui avait du mal à... Bah, en fait, quand t'es artiste, en réalité, je sais pas, mais je pense qu'il y a justement ce côté où parfois l'émotion prend le dessus. Alors, je sais pas si c'est lié ou pas. Donc là, tu vois, tu nous as glissé doucement quand t'es artiste, mais tu vois, t'en as pas trop parlé au début. Ah, ben, j'en ai pas parlé, ouais, peut-être. Mais, je me définis comme artiste dans le sens où je fais de la musique depuis quand même pas mal d'années. Ouais. Et j'aime l'art dans toutes ses formes. J'aime le visuel, j'aime tout ce qui va toucher à l'image, tout ce qui va toucher au son. Enfin voilà, j'aime l'art, on va dire, sous plusieurs formes. Donc voilà. Je dis ça pas pour que tu que je me justifie, mais surtout parce que ça m'étonne que tu aies pas mis ça en premier. Ouais, mais parce que tu m'as dit qui es-tu, donc c'est vrai que j'ai mis le côté peut-être métissage en premier, alors que effectivement j'aurais pu dire je suis une artiste issue d'un métissage. Ouais, tu aurais pu, mais bon, c'est ton choix et je le respecte. Deuxième question, parce que bon, si on commence par le défaut, on va aller à la qualité. Je préfère finir par les belles choses. Donc, quelle est ta plus grande qualité? Je pense que ma plus grande qualité, si mes amis devaient me décrire. Mes proches, parce que voilà, tu vois, peut-être va te doser. Non, je dirais que de ce qu'on dit de moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez loyal. Ok. Et je suis quelqu'un d'assez franc, justement. D'accord. Tu sais que, comme on dit souvent, quand tu pousses une qualité vers son extrême, ça peut devenir un défaut. Est-ce que cette franchise-là, couplée à l'impulsivité dont tu parlais, ça peut faire des étincelles? Ah bah c'est lié de toute façon, je pense. Je pense que c'est lié. Général, ouais. C'est que la franchise, c'est bien. Mais déjà, faut qu'elle soit voulue parce que t'as certaines personnes qui n'ont pas envie d'entendre ce que t'as envie de leur dire. Et puis effectivement, là, je pense que le côté très franc et le côté justement impulsif, parfois, ça peut donner quelque chose de. T'as parlé à un moment donné de sensibilité aussi. J'aimerais quand même décorréler ça de l'émotivité parce que souvent c'est ce qu'on se dit quand t'es quelqu'un sensible, c'est quelqu'un qui pleure alors que c'est pas du tout la même chose quoi. Pour toi, c'est quoi la sensibilité? La sensibilité, c'est un ressenti, c'est le fait d'avoir un, comment dire, quand t'as une sensibilité, après bon, tu peux avoir une sensibilité par rapport à certains sujets, dans certains contextes et pas dans d'autres, déjà. Et après, je dirais que la sensibilité, c'est avoir une perception assez fine de quelque chose, en fait. Tout à fait. Et pourquoi je t'emmenais sur ce terrain-là et t'arrives exactement où je voulais, c'est que tu disais j'ai une franchise et les gens n'ont pas forcément envie d'entendre ce que j'ai envie de dire.
Et est-ce que tu penses que c'est lié au fait que parfois tu vois des choses que les gens ne voient pas, par exemple sur eux-mêmes? Alors, ça fait prétentieux de dire ça. Mais c'est pas que je pense que je vois des choses que les gens ne voient pas, mais déjà, je pense qu'on ne se voit pas tel qu'on est réellement. Ouais. En fait, on a une perception de ce qu'on est. Mais en fait, c'est pas qu'on se voit pas tel qu'on est, c'est qu'en fait, les gens ne nous perçoivent pas comme nous on se perçoit, je pense, de toute façon. Ouais. Et c'est le propre d'une personne, en fait. Il y a un peu de ça, et ça fait une transition parfaite sur le sujet de notre conversation, finalement, où effectivement, tu m'as posé la question de quoi on va parler, et je t'ai dit, on va parler on va se servir du prétexte de notre premier shooting pour avoir une conversation sur ce thème-là. J'ai donc un projet qui s'appelle Démasquer. Ma partie à moi, c'est de révéler la personnalité que je perçois des gens avec qui je travaille, de mes muses, à travers donc un travail de peinture corporelle et de photographie. C'est vrai que quand on s'est connu, quand on a parlé du projet, on y reviendra. On n'a pas forcément trop évoqué cet aspect-là, mais c'est un aspect fondamental dans lequel, en gros, je crée un masque qui permet de démasquer la personne, de lui permettre de révéler des choses qu'elle a peut-être au fond d'elle et qu'elle ne révèle pas tout le temps, ou parfois dont elle n'a même pas conscience. Donc c'est pour ça que, avec beaucoup d'humilité, tu dis que ça serait prétentieux de le dire, mais c'est aussi ça la sensibilité, de ressentir des choses que les autres ne voient pas. Et de la part d'une artiste, comme tu l'es, c'est pas étonnant. Mais je pense que ça fait partie justement de ce trait de personnalité. C'est un trait, en fait, être artiste, mine de rien, je pense que c'est une focalisation sur quelque chose. C'est se focaliser sur, ça vient d'une perception, et après tu te focalises sur quelque chose que tu développes, en fait. Ouais. Avant de parler donc de notre shooting, qui date d'il y a un petit moment, et on a commencé à discuter un petit peu avant, et parce que c'est pas facile, c'était il y a plus de 10 ans, c'était le 1er avril 2015, donc on va faire appel à des souvenirs qui datent d'il y a un peu longtemps. Mais avant ça, je veux qu'on aille encore plus en arrière à cette sensibilité, cette âme d'artiste. À quel moment tu découvres que tu as un truc spécial et que tu es une artiste? Alors, en fait, c'est pas que j'ai découvert que j'étais artiste, mais c'est surtout que j'ai su que je savais chanter. Ok. C'est précis, hein, mais c'est à l'âge de 11 ans. Et en fait, moi, j'aimais chanter, et j'avais l'impression de bien chanter quand je m'écoutais chanter. C'est-à-dire que, tu vois, quand t'es jeune, quand t'es petit, tu vas écouter je sais pas, des chanteuses. Moi, j'étais très Britney Spears, Mariah Carey à l'époque. D'accord. Et en fait, je chantais par-dessus leur voix. Et je me disais, bon, c'est pas dégueu, quoi. Genre, ça a l'air de ressembler à quelque chose. Et en fait, un jour, j'ai été chez une amie, et on a fait un karaoké. Et on était 3 copines, et j'avais chanté My Heart Will Go On de Céline Dion. Ok. Et sauf attention, t'es en train de donner des indices sur ton âge. Non, mais après, il y a une génération, oui, mais bon. Oh non, mais après, j'ai rien dit. Coupé. On va la refaire, celle-ci. Et non, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai chanté la chanson donc de Titanic. Et j'avais à peu près. Mais le Titanic venait pas de sortir quand j'avais 11 ans. Parce que, attends, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'était sorti depuis très longtemps, les gars. Oublie ce que je veux te dire. Non, mais c'est vrai. Et en fait, du coup, j'avais chanté la chanson de Céline Dion, et en fait, mes copines m'ont regardé en mode waouh, c'est quoi ce délire, tu chantes vraiment bien. Et là, je me suis dit ok, donc je sais chanter. Et c'est parti de là. Et après, je me suis dit que je savais chanter. Donc en fait, oui, effectivement, le fait de savoir que tu sais chanter, il vient de l'extérieur, du regard des autres. Ouais. Moi, je m'en doutais. Tu t'en doutais, mais t'avais pas la preuve encore. Ouais. Ok. Là, c'est les copines, mais et la famille n'a jamais entendu Émilie fredonner sous la douche, tout ça. Personne dans la famille t'a dit ça avant les copines. Non. C'est surprenant. Tu chantais pas en présence de la famille? Non, parce que j'étais très timide. Jusqu'à très tard, j'ai pas chanté, même devant ma mère, etc. D'ailleurs, ma mère m'a très rarement entendu chanter. J'étais très mal à l'aise. Ouais, j'aimais pas. Ok. Et tu prêtes ça à quoi? C'est dû à quoi d'après toi? Je sais pas. C'est une pudicité. Pouh là là, j'invente des mots. C'est une pudeur. Ouais. C'est une pudeur, c'est une timidité. C'est, je sais pas. Ça doit être un truc en rapport avec la gêne. Je sais pas.
Mais même encore aujourd'hui. Pour parler de ton métissage. Est-ce que déjà, c'est quoi ce métissage dont tu parlais? Alors, je suis franco-réunionnaise. Ouais. Ma mère est réunionnaise, donc elle est née là-bas. Elle est arrivée en France, elle avait 17-18 ans, il y a donc très très longtemps. Et mon père est français. Ok. Et cette pudeur, tu l'attribues plutôt au côté maternel ou paternel? Maternel. Donc, est-ce que tu penses que ça vient d'une éducation plutôt des îles? Je sais pas. Enfin, après, est-ce que ça fait pas cliché de dire ça? Mais ma mère a été éduquée, elle aussi, dans la retenue. Tu sais, émotionnellement, c'est quelqu'un de, quand tu la vois, elle est très, elle montre pas facilement ses émotions. Elle est très. Ma mère, elle me disait pas tous les jours, je t'aime ma chérie, t'es la meilleure, t'es la plus belle. Hein. C'était une fois tous les, je sais pas combien. Et la question qui vient directement, c'est est-ce que tu penses pas que tu as développé cette sensibilité pour pouvoir entendre ce qu'on ne te dit pas? Non, et peut-être que tu essayes de te perfectionner ou tu essayes d'être la meilleure version de toi inconsciemment pour plaire. C'est ça que tu veux dire? Non, que tu as besoin de lire dans ces expressions le je t'aime que tu n'entends pas. Ouais, c'est possible. Je sais pas. Je me suis pas posé la question. Disons que souvent, quand tu arrives à avoir des bribes de choses que tu captes dans le non-verbal, c'est que le verbal n'existe pas, ou il est très limité. Et ça peut développer cette faculté d'aller chercher des choses là où il y en a pas. C'est possible, ouais. Non, mais c'est sûrement ça, hein, peut-être inconsciemment. Ça doit être lié de toute manière. Hein. Non, c'est possible. Tu as parlé de ce métissage avec beaucoup d'importance. Quelle est l'importance donc c'est du coup la Réunion plutôt? C'est ça. Ouais. Quelle est l'importance de la Réunion dans ta vie? Pourquoi tu le mets en avant? Alors c'est en soi je le mets en avant parce que c'est mon identité. Ouais. C'est la première chose qu'on voit physiquement. Bon après on sait pas exactement de quel métissage je vais être issu, mais on est dans un pays occidental, on est en France et je suis de couleur quand même, tu vois. Ouais. Donc en fait après voilà. Indirectement, quand tu rencontres une personne, tu la juges pas sur son apparence. Enfin, t'es pas censé la juger sur son apparence, mais t'es pas censé. Ouais. C'est vrai. Après, entre ce que tu n'es pas censé et ce que les gens font, il y a une grosse différence. Et je sais pas, moi, c'est comme ça, ouais, non, mais ça fait partie de moi, c'est. Okay. Je vois pas trop comment le définir autrement. Non, parce que tu sais, il y a ah oui, je pourrais dire que je suis très attachée à l'île par rapport à ma culture, ouais, etc. Ça pourrait être ça, de vouloir la mettre en avant, de mettre en avant peut-être des souvenirs que tu as eu d'enfance, en fait, j'en ai pas parce que moi, j'ai été à La Réunion une fois petite. Ouais. Après, j'y suis pas retournée pendant des années. Ma mère ne souhaite pas forcément y retourner. Je pense par rapport à elle, ses propres souvenirs familiaux. Donc d'un côté, tu vois, donc en fait, si tu veux, j'ai la culture dans le sens, je connais ma culture dans le sens où tout ce qui va être culinaire, la musique, justement de la Réunion, que ce soit le Sega, même tout ce qui va être mauricien, le Maloya, etc. Je connais. Ouais. Et même j'ai de la famille en France, donc j'ai grandi aussi avec mes cousins, mes cousines. Enfin voilà, ça parlait créole. Enfin voilà. Mais par exemple, moi je parle pas créole. Ma mère me parlait pas créole à la maison. Donc en fait, ouais, non, je pourrais pas prétendre avoir une connaissance de l'île de la Réunion, voilà. Ouais, mais tu vois. Mais je me sens proche quand même parce que ça fait partie de moi en fait. Tu vois. Mais il pourrait y avoir le phénomène inverse qui est de se dire, finalement, comme j'y suis jamais allé, j'y ai pas de souvenir, je suis française, point, quoi, tu vois. Ah alors que là, tu le revendiques c'est le phénomène inverse qui est de dire. Il y a quelque chose qui me lie à cette terre et je le revendique tout simplement. Je trouve ça beau, moi. Si je te dis sensualité. Axel Red. Quel rapport? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? La sensualité. Ouais. Je dirais que c'est un comportement. Ok. C'est un état d'esprit. C'est une attitude, en fait, la sensualité pour moi. D'accord. Et si je te dis maintenant que c'est le mot qui est ressorti quand j'ai montré ta photo? Ah bon? Ouais. Ah ouais? Ouais. Écoute, je suis sensuelle, excuse-moi. Je sais pas. Celle-là en particulier. Ok. Écoute,
Je suis très contente. C'est un mot qui me convient totalement. Ok. Est-ce que t'as l'impression que c'est ce que tu avais envie de renvoyer? Pas forcément. Non. Et surtout pas à cette époque-là. Ouais. On va y venir. Hein. Ouais. Non, c'est pas du tout comme ça que je le voyais. Et moi, en voyant la photo, je vois plus fragilité parce que je sais comment j'étais à cette époque, dans quel état d'esprit j'étais à cette époque-là. Ouais. Et mais peut-être que j'étais sensuelle sans m'en rendre compte aussi. Tu vois, c'est possible. Très bien. Rentrons dans le vif du sujet puisqu'on parle de ce shooting du 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, 2015. On va essayer de décortiquer avant, pendant, après. Donc avant ça, je sais plus trop comment ça s'est passé. Je sais qu'on se parlait sur les réseaux. Je sais plus si c'est toi qui m'as proposé, si c'est moi qui t'ai proposé. Je me rappelle pas du tout. Quel est ton souvenir? Aucun souvenir? De comment ça s'est fait? Ouais. Non, je sais pas. Je me souviens juste que je t'ai expliqué vaguement comment ça se passait, qu'il y avait une partie body painting, qu'il y avait une partie photo, que t'avais très peur que je dessine sur ton visage. C'est vrai, je voulais pas, ouais. Et que je t'ai dit... je me rappelle de ça. Du coup, tu m'as fait... Et je t'ai expliqué que justement, en fonction de ce que j'allais ressentir, le masque, en fait, ou tout ce que je dessine... c'est comme si je rajoutais tout ce qu'il faut pour que tu sois assez protégé, assez toi-même pour exprimer ce que moi j'ai ressenti. Plus je sens que c'est pas encore tout à fait ça, plus en gros je crée quelque chose de plus pour brouiller la vision que tu peux avoir et que finalement que je vois pas. Et tant que je vois pas ce que je ressens, je suis pas très à l'aise quoi. Et j'ai l'impression que parce que tu as un rapport particulier avec ton image, peut-être parce que t'es artiste et que t'as l'habitude de la voir, j'ai pas eu besoin de créer un masque, entre guillemets, au sens strict du terme, au sens propre. Quel est ton rapport avec ton image avant ce shoot-là? Alors, les grandes questions. Alors, disons que à cette époque, donc il y a une dizaine d'années, j'avais déjà beaucoup moins confiance en moi. Et moi, très longtemps, j'étais pas du tout à l'aise avec mon physique, en fait. Ok. Mais jusqu'à tard, hein. Je me trouvais trop grosse, je me trouvais... j'aimais pas... Enfin, il y a pas mal de choses que j'aimais pas, en fait, sur mon apparence. Et après, avec les années, t'apprends à t'accepter, t'apprends à t'aimer, puis tu vois aussi enfin c'est bête hein, mais t'as de plus en plus de filles, tu grandis dans une génération où t'as de plus en plus de filles qui sont visibles et qui te ressemblent. Et tu finalement, puis t'entends aussi t'entends les gens te dire t'es jolie, t'es comme ci, t'es comme ça, tu ressembles à machin. Ah ok, bon bah ok. Et c'est comme, en fait, je me suis acceptée avec les années. Ouais. Et j'ai appris à aimer ce que je suis avec le temps. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu surpris parce que quand on s'est rencontrés, tu avais déjà une carrière établie. T'avais déjà des clips qui tournaient, t'avais des choses, et voilà, donc t'avais déjà une personnalité publique, tu vois. Et pour moi, naïvement, je me dis, c'est forcément quelqu'un qui est à l'aise avec cette image et qu'elle véhicule. Et déjà, donc, l'inquiétude que t'avais de à quoi t'allais ressembler quand j'allais travailler, vu que moi-même je le sais pas avant de commencer, tu vois, j'essayais de trouver un moyen de te rassurer par rapport à ça. Et je me rappelle qu'on a retrouvé une image, donc tu as trouvé une image d'ailleurs, d'un tatouage que tu m'as montré, et je t'ai dit, ah, ok, bah, c'est pas ça, ça va pas être ça, mais oui, ça va être quelque chose. T'es dans cette thématique-là. Donc j'ai l'impression que ça t'a un peu rassuré. Est-ce que tu te souviens de ce jour-là? Est-ce que tu te souviens de comment ça s'est organisé? Enfin, comment ça s'est passé quand t'es arrivé? Alors, je me rappelle. C'est marrant, t'as vraiment de la mémoire. Hein.
Ouais. Ah, mais vraiment, tu te rappelles des détails et Ouais. tout, mais moi, je me rappelle de l'ensemble, mais pas, effectivement, je me rappelle pas de chaque... Bah, je vais te donner quelques petits détails, on verra si ça éveille des choses en toi. Mais non, ça, je sais que c'est vrai que j'avais... je t'avais montré, je t'avais soumis l'idée du tatouage, en fait, sur le haut du corps. Et je me souviens que... j'étais pudique aussi, hein. Un petit peu, hein. Bah, t'en as parlé. J'ai pas... Je sais pas si je suis une des filles les plus pudiques que t'as eu, je pense pas. Il doit y avoir d'autres filles quand même qui... Non? pas des plus pudiques quand même. On sent la pudeur, Ouais. mais je t'ai trouvé assez à l'aise. Moi, ça va. Non, Ouais. ça a été. Assez Non, à l'aise. ça va. En plus, on a fait... Mais de base, je suis pudique quand même, tu vois. Ouais, mais non, ça se sur sent. le coup, ça a été. On a fait d'autres shoots et je t'ai senti, j'ai l'impression qu'après le premier, c'était beaucoup plus facile, entre guillemets. Et c'est aussi ça que je voulais évoquer, voir comment, justement, tu l'avais vécu. Bon, il y a un truc qui m'a marqué. En général, comme je dis, il y a plusieurs parties. La première, c'est je dessine. Je commence par les mains. Donc, on avait fait le torse, le cou, quelques petites choses sur le visage. Et, je m'apprête à shooter. Et là, je te sens pas à l'aise du tout. Ah ouais? Ouais. Ok. Je te sens pas à l'aise, je fais quelques clichés. Je me dis... C'était que j'ai l'impression que tu me racontes une histoire, Il y a un truc qui va peut-être te revenir. Et à un moment, je t'ai dit, ok, je pose mon appareil. Tu prends ton téléphone et fais des photos. Et j'observe comment tu poses. Et donc, tu prends et tu commences à faire des selfies. Je pense que si tu fouilles dans tes selfies, tu vas retrouver, dans tes images de l'époque, tu vas retrouver des choses. Je te montrerai tout à l'heure, j'en ai encore. Et là, je me dis, ok, il faut qu'elle fasse abstraction de moi. Ah oui, c'est vrai. Parce que là, j'ai l'impression que je suis en trop, quoi, tu vois. Donc, je dis, vas-y, fais tes selfies. Le culot de la meuf, quoi. Elle est là, elle est en train de faire des selfies avec le... Je me rappelle très bien de ça parce que je me suis dit, mais attends, quand elle est sur un plateau, à tourner un clip, il doit y avoir beaucoup plus de monde et ça doit être beaucoup plus pesant. Donc, comment ça se fait? Ou alors, c'est peut-être le côté un peu plus intimiste, ouais, qui fait que c'est... Non, mais après, je pense qu'il faut, de manière générale, pour moi, je pense qu'il y a aussi une période d'adaptation. Ouais. Tu vois. Ouais. Après, je me sens plus à l'aise au fil du truc. Ouais. Mais, ça, c'est mon souvenir à moi et c'est pour ça que je voulais... Là, je me rappelle de ça, voilà. Tu vois. Ouais. Je voulais... Et donc, je te vois, tu fais le selfie. À un moment, tu fais un selfie où tu tires la langue. Et à partir de celui-là, tout a changé. Ok, j'ai switché. T'as switché. Et résultat des courses, quand on voit ta photo, on parle de sensualité. Effectivement, je sais pas si tu te rappelles, parce qu'il y en a, tous les clichés sont pas dans le livre, mais il y en a où je t'avais fait te mettre sur le dos, la tête vers le bas. Et j'ai l'impression que ça aussi, ça altère un peu ta réalité et que il y a d'autres choses qui s'expriment, quoi, tu vois. Et la tension qu'il y avait au début, ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Ah oui. Mais voilà, tout d'un coup, ça s'est... Pourquoi t'as trouvé que c'était malaisant au début? Pas malaisant, mais je sentais que j'avais pas la qualité. J'étais pas au max de ton potentiel. Et c'est pas c'est pas un reproche vis-à-vis de toi, c'est moi qui arrivais pas à capter, à trouver la bonne énergie pour que tu non, mais ça doit être un mix des deux, hein. Ça doit être comme tu dis. Certainement, hein. c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Hein. Et je me rappelle qu'on est sortis faire des photos à l'extérieur. Ah, c'est vrai! Waouh! Là, je me rappelle très bien. Voilà. On a été sur le boulevard. On est sur le boulevard, t'avais une tenue avec comme une sorte de cape, là, je crois. Ah oui, c'est vrai! Ouais. Et on est revenu, et quand on est revenu, on a refait des portraits. Et là, c'était mieux. Et le portrait qui est dans le livre, il fait partie. Et j'explique souvent ça. Les meilleures photos, en général, c'est vers la fin du shoot. C'est vrai. Ça, parce que ça laisse le temps de se relâcher un peu. Mais ça, c'est valable avec, je pense, pour toi, d'autres modèles femmes. Ouais. Et moi, ça, avec les photographes avec lesquels j'ai eu l'occasion de shooter, c'était la même problématique. C'est que les premières photos, en général, c'est pas les meilleures, quoi. C'est surtout les derniers clichés qui sont les plus, Alors, tu peux avoir parfois des exceptions dans les premières photos, où t'arrives pas à faire mieux, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parfois, t'arrives, tu fais clic, 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 et t'as l'impression d'avoir fini, quoi. Ouais. Et après, tout le reste, c'est tu brodes. Mais parfois, t'as besoin de briser la glace,
Et d'ailleurs, ça m'amène à cette question, c'est quand tu finis, je pense que tu avais ton téléphone, donc tu avais vu certaines choses. Quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu as l'impression de voir un personnage? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans l'image que tu as? Ou est-ce que c'est juste Émilie avec plein de dessins sur le corps? Non, moi je trouve que la photo, elle me fait justice, quoi. Je me vois, hein. Enfin, je me dis pas, j'ai pas l'impression de me travestir ou de pas être moi. Mm-hmm. Même l'expression et tout, enfin, non, genre, voilà, non. Tout à l'heure, quand tu l'as vu, en off, tu me disais... ah oui, par contre... Je te voyais hyper jeune, tu as l'impression d'avoir beaucoup changé depuis? Ah oui, c'est ça, la question c'est comment avec le recul, tu veux dire? Non, là, la première question, c'était vraiment au moment où tu te vois, est-ce que ça change par rapport à ce que tu as l'habitude de voir? Ah oui. Et maintenant, la deuxième question, c'est, en revoyant cette photo aujourd'hui, et tu disais, ça te ramène à une époque où tu n'étais pas sûr de toi, et on va l'aborder tout à l'heure. Bah écoute, est-ce que tu sens la différence? Est-ce que tu sens une évolution? Et si oui, laquelle? Bah, en fait, moi, je me rappelle de comment j'étais à cette période-là. Et effectivement, ça transpirait pas la confiance en soi. Mais en fait, là, la différence, c'est déjà, ouais, je me vois plus jeune, physiquement, forcément. Il y a 10 ans qui sont passés. Et ouais, non, comme je t'ai dit, bah, en fait, la photo, là où toi, tu vois de la sensualité, moi, je vois de la fragilité d'avant, en fait. Ouais. Moi, c'est pas moi, hein. Je précise aussi que le mot clé, c'est pas toi qui le donne, c'est la muse qui est passée avant toi. Ah. Et donc c'est un exercice que tu vas faire. Que je vais faire aussi. Je vais te montrer la photo et tu lui laisseras. Bah elle est sympa la muse. Un petit mot clé. Ouais. Trop gentil. Bah écoute, ouais. Et du coup, moi, je sais que voilà, à cette époque-là, c'était plus ça dans ma tête, en tout cas dans ma perception des choses et de moi-même. C'était c'était plus ça. C'était de l'incertitude en fait. Tu vois, c'était plus ça. Maintenant, donc, t'as changé, t'es plus sûr de toi, t'es plus à l'aise avec ton corps aujourd'hui? Ouais, je suis plus à l'aise avec mon corps. Mais c'est un travail sur soi, d'avoir confiance en soi. Hein. Et comment tu fais ce travail? Bah, en fait, comment dire? C'est au quotidien, tu te challenges un petit peu, des choses que tu n'osais pas faire de base, tu vas les faire. Exemple? Et je sais pas, un exemple bidon, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Des shootings. Ouais, mais ça va pas être que ça va être prendre la parole dans des situations où en temps normal t'aurais rien dit. Ok. Tu vois? Ouais. Ne pas se laisser faire. Par exemple, quand on te rentre un peu dedans, tu vois, il y a peut-être, à l'époque, j'étais quelqu'un qui avait tendance à pas trop vouloir déborder, tu vois. Okay. J'étais quelqu'un d'assez réservé. C'est pas que je me défendais pas, mais pour que je réagisse, il en fallait, quoi. Ou alors parfois même je me laissais faire, en fait, je pense. Aussi, il y a eu des situations où certainement, tu vois. Et aujourd'hui, c'est dès que quelque chose me dérange, c'est pour ça que maintenant je suis allée à faire 360 là, la cousine. Bah non, du coup, dès qu'un truc qui m'énerve, je pète les plombs, je sais plus doser. Je sais pas doser. Ouais. Et c'est ça, en fait, je pense que c'est ça, c'est se challenger, c'est même sans parler de ce qui me dérange. Parfois, à l'époque, par exemple, tu vois, genre, j'aurais peut-être pas pris part à des conversations, alors que parfois j'avais mon mot à dire ou j'avais envie de dire certaines choses, mais parce que j'avais pas forcément envie de gêner, j'avais peut-être pas l'impression d'être légitime. En fait, c'est plus des exercices au quotidien, des choses que tu vas Après, il y a plein de manières de s'exprimer ou d'approfondir sa confiance en soi. Tu peux faire même, je sais pas, de la danse pour certaines. Ouais. Tu vas t'entraîner à parler sur les réseaux, tu vas faire des podcasts. Je pense que c'est des exercices, en fait, au final, qui te donnent confiance en toi. Et prendre soin de soi physiquement, je pense aussi. Okay. Je dis pas que je suis hyper mais je pense que s'entretenir physiquement aussi, ça joue aussi, ça amène. T'as une routine différente de l'époque de la photo? Bah sûrement, mais là il y a 10 ans je sais même plus ce que je portais comme vêtements à cette période-là, tu vois. Et quand tu regardes la photo aujourd'hui, par rapport à l'image que tu en avais, est-ce que tu te trouves, t'as dit plus jeune, mais physiquement, tu te trouves comment là par rapport à cette photo? Déjà mes cheveux, ma belle. Si je mets là, j'avais pas le recul à l'époque. Hein. Là. Dis-nous tout, parce que on parle d'une blonde.
J'avais les cheveux, mais complètement décolorés, cassés, explosés. Et non, parce que j'avais fait du blond, j'avais la bonne idée de faire du blond. Et en fait, le blond, le problème, c'est que sur les brunes, ça pète les cheveux. Ouais. Et donc, j'avais les cheveux complètement éclatés, quoi. Et ça, c'est un truc que je voyais. C'est en fait, les spécialistes. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est des détails. Ouais. Aujourd'hui, c'est impossible que je laisse mes cheveux dans cet état-là. Mais à l'époque, je le voyais pas. Mais après, est-ce que c'est pas tout le monde? Est-ce que quand on regarde pas des photos d'il y a 10, 15 ans, on se dit pas waouh? Non? Je sais pas, justement, est-ce que tu te dis, je suis mieux maintenant ou, purée, qu'est-ce que j'étais belle, tu vois? Ça pourrait être ça. Dire, je regrette, finalement, je me voyais, par contre, je me voyais, à l'époque, je me voyais, pas aussi bien. Pas aussi bien. Ouais. C'est-à-dire que là, je vois mes cheveux, je me dis putain, meuf, c'est problématique. Voilà, c'est du détail. C'est du détail. Mais par contre, à l'époque, je me voyais pas comme ça. Je me voyais plus grosse. J'aimais pas forcément ma tête. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs où je me disais ouais, j'aime pas. Même en photo à l'époque. C'est-à-dire quand tu regardais cette photo-là à l'époque, non. T'avais déjà une dissonance par rapport à ce que tu voyais. Alors celle-ci, je la trouvais, c'était la plus réussie. Enfin, c'est une des plus réussies du shoot, non? Ouais. C'est en vrai. C'est pour ça qu'elle est. Celle-ci, je l'aimais vraiment bien. Ouais. Mais je sais que moi, à l'époque, il y a plein de choses sur lesquelles je buguais, tu vois. Ouais. Alors que c'était une des mieux. Tu vois, j'ai l'impression, et je vais parler d'un autre shooting parce qu'on en a fait 3, du 3e shooting du coup. Où tu avais de la peinture dorée. Avec les tresses en deuxième. Et voilà. Après, il y a eu celui en... Voilà. Donc, le deuxième, j'ai réussi à te dessiner sur le visage. Ouais. T'avais moins peur. Et le 3e, donc, il y avait, j'aimais bien cette photo, par contre. Ouais, elle est bien. Ah ouais. Celle-ci, je la kiffais de ouf aussi. Ah ouais. Mais en fait, j'explique un peu pour la sélection que j'ai faite dans le livre, le concept même de démasquer, c'est là où j'ai ressenti, c'est pas que esthétique, c'est là où j'ai ressenti qu'il y avait une sorte de dépassement de soi pour aller chercher une vérité autre que celle que tu vis tout le temps, quoi. Et c'est ces photos-là qui les représentent bien. Et le 3e, oui, là j'ai plus senti de la pudeur sur le 3e shoot, mais pas vis-à-vis de toi-même. J'ai plus l'impression que c'est parce que tu étais en plein dans des projets musicaux et que tu avais peut-être peur que je sais pas, que ça soit mal vu ou que ça, je sais pas. Oui, pour les réseaux, ouais. Ouais. Moi, dans l'absolu, en soi, ça m'a pas du tout dérangé. En plus, les photos, je les aime beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, j'ai hésité. C'était plus au niveau des réseaux sociaux. Je me disais bon, c'est vrai que en fin de compte, je suis quand même en torse nu, quoi. Ouais. Donc je me suis posé la question. Ouais, c'était plus par rapport à ça. Alors que moi, ça me choquait pas du tout, hein. Mais moi non plus. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Quel est le rôle des réseaux sociaux justement dans ta vie? Comment est-ce que ça a évolué depuis? Tu m'as parlé donc de tes projets musicaux. Comment ça a évolué tout ça? Raconte-moi un peu la vie d'artiste. Alors. La vie de star. La vie de star. Ouais, super, la vie de star. Non, écoute, en plus, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ouais. Je te disais qu'il fallait limite que j'écrive, que je prenne des notes et que je fasse du point par point. Et je t'ai dit qu'on allait le refaire le point par point. Donc on commence. Non, alors du coup, on repart à 2015 au moment du shoot. Ouais. À ce moment-là. Avant ça, si tu veux, hein, ta carrière elle démarre comment? En 2011 ou 12. Ok. Donc à 11 ans, les copines te disent c'est charmé, et il se passe quoi entre ça et 2011? Alors alors là, on est sur quand même pas mal d'années d'écart. Mais entre-temps, j'ai fait de la chorale un petit peu. J'avais pris des cours de chant. Ok. Et là où je commence à vraiment me dire essaye de faire de la musique, essaye d'en faire ton métier, ou enfin pas ton métier, mais essaye de te montrer un peu. C'était à l'époque sur Facebook. J'avais fait des covers. J'avais repris une chanson de Jessie J. Et j'avais fait un acoustique guitare-voix filmé chez un pote à moi, filmé au téléphone. Et du coup, j'avais posté ça sur Facebook et je m'étais fait repérer à l'époque par Williams, donc qui était un producteur à l'époque dans le milieu du zouk et qui travaillait avec Martial, MJTX. Donc c'était un label justement zouk aussi à l'époque. Enfin, je crois que MJTX existe encore. Je pense, en tout cas, je les ai connus parce que à l'époque, moi, je travaillais dans des soirées à Toulouse. Ok.
Et il faisait, donc il y a une des organisations de Paris qui avait une collab avec une organisation de Toulouse et qui faisait venir beaucoup de chanteuses de zouk à l'époque. Ok. Voilà. Début des années 2000. Ok. Donc MJTX, ça me dit quelque chose. C'est le label dans lequel j'ai signé par la suite. Donc j'ai rencontré William et Martial. On a commencé à travailler ensemble. En plus, ça allait super vite. Ça allait très très vite. En réalité, on s'est vu. Je crois que le mois d'après, je tournais mon premier clip. Enfin, j'étais même pas. Je crois que même 10 jours après, j'étais en studio justement avec Laurence. Ok. Il y avait qui sur cette chanson-là? Ouh là là. Ça, j'ai pas de mémoire, c'est grave. C'est pas grave, tranquille. Alors bref, du coup, une semaine après, 10 jours après, j'étais en studio. Et en fait, après, tout s'est enchaîné. Et là, il n'y a pas de panique, rien, Ah non. Ouais, l'insouciance, quoi. Là, j'étais très... non, je me suis dit, ok, bah c'est cool. Ok, ça se lance. Après, moi, c'est vrai que initialement, j'étais plus de culture R&B. D'accord. Soul R&B. Mais mais quand on m'a proposé le projet, j'étais très partante. Parce que je me disais aussi à terme que de toute façon, la musique, ça reste de la musique et que en réalité, que je fasse du zouk, que je fasse de la variété ou que je fasse de la soul ou de la pop, c'est pas un problème. Pour moi, je me rendais pas encore compte à ce moment-là aussi que en France, on te met dans des cases. C'est-à-dire que tu commences dans le zouk, ça va être très compliqué d'en sortir. Mais ça, je le savais pas. En tout cas, ça sera beaucoup plus compliqué de faire autre chose par la suite. Tu commences en variété, ça va être très compliqué de faire autre chose par la suite et que ton public te suive, tu vois. C'est des choses, c'est des paramètres que à l'époque je ne connaissais pas du tout. D'accord. Et à quel moment tu as essayé de faire le switch et c'est ce que j'imagine. Ouais. C'est devenu compliqué. Quand est-ce que tu as senti que c'était une galère justement de... Bah en fait, moi de base, si tu veux, je fais du zouk, je kiffe. Clairement, en plus, franchement, je me suis entourée pour le coup d'une équipe. Pour l'époque, c'était une des meilleures, enfin une très très bonne équipe. J'ai travaillé avec des artistes hyper talentueux qui sont encore là, hein, comme Marvin, comme Lorenz, comme j'avais travaillé avec Hawaii Mani, avec Axel Tony aussi. Enfin bref, franchement, pour le coup, j'avais été super bien entourée. Ouais, vraiment. Et du coup, je kiffe. On fait pas mal de prestats, on fait des tournées. Au final, j'atterris dans Femme Fatale. À l'époque, c'était c'était le concept un peu avec les duos de chanteuses de zouk, etc. On avait fait même le Casino de Paris. Ok. Non, franchement, en réalité, j'ai fait des super trucs. Et arrivé à un certain moment, en fait, je me dis, ok, mais j'ai envie de faire d'autres choses. Ouais. Et en fin de compte, comme un accord, moi, j'ai arrêté avec l'équipe, enfin, avec le label avec lequel j'étais. D'accord. Ensuite, j'ai travaillé avec Iqbal, qui est le frère de Rof. Ouais. Donc, on a bossé ensemble dans l'idée, justement, de me signer. Donc on a fait un premier clip en Belgique, donc un duo. Ouais, je sais plus si c'était au moment du premier ou du deuxième shoot, mais tu commençais à travailler avec lui. Ouais, voilà. Donc on avait et pareil, franchement ça s'est super bien, enfin ça s'est bien passé en fait. Hein. On est allé en Belgique, on a tourné le clip, on a été à Los Angeles aussi. Enfin on n'a pas été à Los Angeles, on a été à San Diego, pardon, en Californie. Pareil, on a bossé aussi un petit peu là-bas, mais là-bas c'était plus pour capter pour prendre des images. Et finalement, artistiquement, je pense qu'on s'est pas forcément entendu en réalité. Humainement, il y a pas eu de problème, il y a pas eu d'embrouille ou quoi que ce soit. Mais je pense que artistiquement, on n'a pas plus, on n'a peut-être pas trouvé ma DA ou voilà. Et après, je suis rentrée un peu dans une errance. Je travaillais avec d'autres prods et en fait, je trouvais pas je pense qu'il y avait pas l'alchimie ou je sais pas en fait, je saurais pas t'expliquer. Et c'est là où est-ce que tu savais ce que tu voulais? Déjà, que tu te cherchais? Moi déjà je me cherchais. Ça c'est vrai. Je peux pas dire que c'est forcément ça vient pas des autres à un moment donné. Déjà faut savoir ce que t'as envie de faire. Et le truc aussi c'est que quand tu joues pas d'instrument, que tu prodes pas, tu dépends des gens en fait. Ouais. Donc moi j'ai eu un peu ce problème là, tu vois. Et voilà. Hein. Et puis après, j'ai fait quoi? J'ai fait trop de trucs. Là, tu me fais reprendre. Ouais, on a dit qu'on allait repasser par là. Et au-delà de juste mettre ça sur un calendrier, ce que je me demande moi, c'est comment tu le vis émotionnellement, parce que tu as parlé d'une personne sensible. Donc il y a un moment où ça fonctionne, t'es un peu partout, tu fais des tournées. Il y a C'est quoi le moment le plus fort de cette première période où tout éclate là? Tu m'as parlé de Casino de Paris. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit waouh,
ça me dépasse. Je pense que pas ça me dépasse, mais à un moment, enfin, il y a eu des moments marquants, il y en a eu plusieurs. Mais ce qui est touchant, c'est quand tu sors un titre en radio et toi, tu sais pas l'impact que ça a sur les gens réellement. Ouais. Et en fait, quand tu vas sur scène, quand tu fais des prestats, là, tu vois les gens chanter tes chansons. Et tu te tais, tu les laisses chanter. Et tu te dis quoi? Ils connaissent. Ça, c'est un sentiment qui est archi, c'est satisfaisant, mais c'est émotionnellement, ça, c'est très très fort. Ouais. C'est hyper fort en fait. Hein. Je crois que c'est le truc qui. Ça manque. Ça, c'est un truc qui, ouais, déjà ça me manque. Mais je pense que pour tous les artistes, c'est un moment. C'est un vrai moment de partage en fait. Hein. Tu te dis waouh, purée. Genre, il y a autant de gens qui sont touchés ou qui kiffent ce que je fais. Ouais. T'as parlé de la maman, la famille qui est pas trop au courant là. À quel moment eux ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose? Ma mère, je crois que c'est quand? Bah, en fait, on a fait plusieurs concerts. Donc, ça devait être un des premiers concerts que j'ai fait. Parce que les premières prestas que j'ai fait, c'était beaucoup de prestas en club. Ok. Donc, j'allais pas dire à ma mère, viens en boîte avec moi à 1h du mat. Allez, viens, maman, on y va. Pas du tout, tu vois. Ouais. Donc, je pense que non, ça devait être un concert qu'on avait fait, je sais plus exactement où c'était. Et non, et puis après, ma mère, c'est la radio. Ce que quand elle m'écoutait sur Tropic FM, elle a vu qu'il y avait ma chanson, elle s'est dit oh. Okay. Et là, elle a commencé à se dire ah, donc en fait c'est sérieux. Et après, j'ai commencé à voyager. J'allais en Martinique, j'allais en truc machin. Ouais. J'étais souvent en déplacement. Donc là, elle s'est dit ah, ok, donc c'est un vrai travail en fin de compte. En tout cas, elle a pris le truc au sérieux, un peu plus au sérieux. Je vois. Toujours rien de. Elle communique pas, elle te dit pas je suis fier. Je sais pas, je pose la question. Ah non, pas du tout. Elle me dit pas je suis fière du tout. Elle me dit ah bah si, quand elle voit que je voyage, elle me dit ah c'est bien et tout. Ouais. Ah bah c'est bien, machin, nanana. Mais en fait, elle aussi, elle est un peu sur la réserve. Elle se dit bon, qu'est-ce qui peut se passer après? Je pense qu'inconsciemment, elle anticipe déjà le cassage de dents derrière. En fait. Et toi, tu l'anticipes ou pas? Ou t'es à fond dans ton aventure? Non mais moi j'ai quel âge à l'époque? J'avais 20 ans moi. Ouais. J'avais 19-20 ans. Hein. Donc kiff. Bah c'est ça. Ouais. Genre moi je me prenais pas la tête et en plus à cet âge-là tu te dis ouais c'est sûr je vais être une star à un moment donné. Tu sais t'es dans ta naïveté toi. Tu kiffes en fait. Pour toi tu es une star ou pas? Pas du tout. Ok. Pas du tout mais même à l'époque pour moi non déjà star en vrai. Ouais. Moi, les stars, pour moi, c'est aux États-Unis. C'est quand tu me donnes le mot star, c'est voilà, quoi, tu vois, c'est MJ quoi. C'est Michael. Ouais. Bon, ouais, il y a différents niveaux. Non, mais après oui, il y a différents niveaux. Mais en fait, même oui, bien sûr, parce que même. Mais bon, si on sort tous les deux dans la rue, je pense que il y a plus de chances qu'on te reconnaisse toi que moi, quoi. Ouais, mais une star, c'est quoi déjà? Ouais, c'est vrai. On peut mettre différents. Pour toi, est-ce que par exemple, je sais pas, Booba, c'est une star? Oui. Ouais. Oui. Ok, ouais. Il passe dans ma rue, fait 100 mètres, c'est sûr que quelqu'un l'arrête. Ah oui, c'est sûr que quelqu'un l'arrête. Oh non, c'est sûr. Ah mais là, je t'ai donné l'exemple d'un des plus gros en France. Ouais, il y a pas de doute sur Booba. Là, c'est trop facile. Là, c'est trop facile. Ouais. Qui on pourrait prendre comme exemple? Kev Adams. Oui. C'est une star aussi. Là, je te donne que des gens ultra connus. Lena Situation, oui, c'est une star aussi. Oui. Ouais. Non, après, quand on dit star, c'est peut-être pas le bon mot. C'est-à-dire que oui, ce sont des personnalités publiques. C'est ça, c'est des personnalités publiques, mais une notoriété. Bon, j'imagine que toi, tu m'as parlé de ce truc très ciblé. Et effectivement, quand tu fais du zouk, quand tu cantonnes au zouk et tu chantes les boîtes de nuit dont tu as parlé, c'est forcément des boîtes afro-antillaises, j'imagine. On t'envoie pas forcément faire d'autres trucs? En province, ça pouvait être un peu plus mélangé. Ok. Sur Paris, ouais, c'était très ciblé Afro-Caraïbes, et après, en province, par contre, c'était un peu plus... Donc, j'imagine quand même que si on prend quelqu'un, un Afro-Caribéen, qui écoutait de la musique dans ces années-là, il y a de fortes chances que la personne te connaisse.
Ah oui, oui, bien sûr. Si tu prends le commun des mortels, tu peux multiplier ça par ce que tu veux, et tu lui dis c'est qui Serge, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Forcément, t'es plus une star que moi. Oui, non, mais tu vois le truc oui, mais alors on a tous notre niveau de star. Oui, il y en a qui sont stars dans leur ville. C'est les stars du collège. Là, tu m'as parlé de concerts en Martinique. Non, mais je rigole. Voilà. Oh, bien sûr, oui. Télé. Non, mais j'avais une petite notoriété. Voilà. Quand tu décides de changer, que finalement tu trouves pas ce que tu vas faire, déjà ça dure combien de temps et comment tu le vis ce truc-là? Bah en fait tu te rends pas compte que tu trouves pas ce que tu vas. En fait t'essayes des choses et ça donne ou ça donne pas quoi. Et derrière on te suit. Il y a pas que le fait que je sache pas ce que je veux faire ou que je sache. En fait c'est pas que je savais pas vraiment ce que je voulais faire, c'était qu'aussi il y avait la réalité du marché. Ou, par exemple, pour mon producteur dans le Zouk, c'était compliqué de me produire sur un titre pop ou R&B parce que derrière, en fait, il a pas le réseau pour développer développer le titre et donc il sait qu'en fait, il y a pas de renta. C'est-à-dire qu'en fait, il voit pas l'intérêt de le faire. Ok. C'est un pari un peu trop risqué en fait pour lui. Dépenser des thunes sans être sûr que. Il y a aussi l'aspect business dans la musique, t'as le côté artistique, fun, machin, etc. Mais pour quelqu'un qui investit des sous, je peux comprendre aussi à l'époque, il se soit dit bon, elle est en train elle est dans son truc où elle veut absolument percer dans autre chose. Enfin, elle veut absolument, en tout cas, elle a envie de faire d'autres choses. Mais moi, ce que je maîtrise, c'est ce terrain-là. Ce que je peux comprendre. Genre, moi-même, demain, je produis quelqu'un. Ou alors, après, t'as ceux qui vont se dire, écoute, on tente et on verra, ou en tout cas je sais pas, en fait c'est un débat qui est un peu particulier quoi, mais intéressant et en fait il y a un aspect business que tu peux pas négliger derrière. Tu fais de la musique, quand t'es producteur c'est pour l'amour de la musique certes, mais c'est pour la rentabilité aussi. Clairement, tu me dis producteur. Il injecte de l'argent, c'est pour en récupérer le triple ou le quadruple. Autant l'artiste, on va dire, oui, il peut mettre de l'énergie, etc. Le producteur, lui, c'est du peut-être qu'il met de l'énergie aussi, mais il met des billes là-dedans, donc forcément, il va attendre un retour. Est-ce que tu sens, au-delà de les sollicitations qui vont baisser financièrement, que ça se passe comment? Tu sens aussi que c'est un vrai frein? C'est pas quelque chose sur lequel tu comptais? Ça change quoi dans ta vie quand il y a moins de sollicitations? En réalité, financièrement, moi, j'avais pas forcément arrêté de travailler à côté. La première année, même pas, j'ai arrêté quelques temps, mais pas très longtemps. Je sais plus combien de temps j'ai chanté, j'ai dû faire 3-4 ans, en vrai. Et première année, j'ai continué à bosser jusqu'à ce que j'ai 2 titres qui tournent bien. Et que là, je commence à enchaîner les prestats. Et là, je me suis dit, bon, bah, du coup, effectivement, peut-être pendant 1 an, j'ai dû arrêter de bosser, je faisais que ça. Mais je très rapidement, et je faisais mes études en même temps, en plus. Donc, en fait, j'ai pas arrêté totalement de faire ce que je faisais à côté. Pour ceux qui savent pas comment ça marche, donc t'as des titres, est-ce que tu as des droits d'auteur, de la SACEM dessus? Est-ce que tu touches des choses encore aujourd'hui, des royalties? Bah t'as les cachets que tu vas récupérer quand tu vas aller en boîte de nuit, hein. Enfin les cachets en prestation quoi, tout simplement. Non mais du streaming aujourd'hui, est-ce que tu touches des choses? Ouais. Moi encore un petit peu, mais c'est pas la SACEM Gims quoi. Mais tu peux avoir bien sûr, et puis t'as plusieurs organismes qui vont te rémunérer, t'as la SACEM, t'as l'ADAMI, t'as plusieurs choses. Ils rémunèrent pas exactement les mêmes personnes, mais oui. Bon, bah, je sais pas si je suis claire dans mes explications. Non, c'est très clair, c'est très clair, c'est très clair. T'as parlé de différentes dimensions dans ton amour pour l'art, donc il y a la musique. Comment ça évolue là aujourd'hui? Alors, mon amour de la musique, comment il évolue? Bah, disons que même après avoir arrêté ma carrière, on va dire en tant qu'artiste produite, moi j'ai découvert un autre secteur, comme je te disais tout à l'heure, c'est le milieu de tout ce qui va être open mic, jazz bar, etc. Ça va être un secteur musical plus comment je peux décrire ça moi? Ça va être plus intimiste et plus live music en fait, tout simplement. Et du coup j'ai commencé à beaucoup sortir en fait dans ces lieux-là.
et à me rapprocher d'artistes justement qui sont sur le terrain, qui font beaucoup justement de concerts, de performances en live aussi, et voilà. Et en fait, je sais pas exactement comment décrire. J'essaie de trouver la meilleure manière d'expliquer, mais en gros, si tu veux, j'ai découvert un lieu qui s'appelle l'Orphée. On va faire plus simple. Ouais, allons-y. On va faire comme ça. C'est une sorte de speakeasy. En fait, un speakeasy, c'est un bar caché. Okay. Le concept, en gros, c'est que tu ne sais pas qu'il y a un bar dedans. Donc, en fait, tu vois une devanture, tu rentres. Et quand tu rentres dedans, en fait, tu rentres dans un bar. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a un piano. Donc, c'est un piano-bar. Okay. Et en fait, là, je vois des gens s'amuser. Je vois des gens en train de chanter, machin, etc. Je me dis, waouh! C'est quoi ce truc que je connais pas, en fait? Et en gros, j'ai eu une sorte de coup de cœur pour ce lieu. Parce que justement, c'est un lieu hyper artistique. Ouais. C'est sur Pigalle. Okay. Et donc, t'as plein de mélanges, en fait, de personnes, de genres différents. À l'époque, t'avais beaucoup les danseuses du Moulin Rouge qui venaient après. T'as aussi, t'avais beaucoup de musiciens qui venaient tout simplement, d'artistes, mais de différents secteurs. Okay. T'as ceux qui font, t'as les artistes de la variété, tu vas avoir ceux de la pop, tu vas avoir ceux du rap, t'avais des mecs qui venaient faire des freestyles aussi. Okay. En fait, t'as de tout. D'accord. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un autre circuit dans la musique. Ouais. Un autre moyen de gagner sa vie, un autre moyen d'exister en tant qu'artiste. Ouais. Donc, c'est pas la production, c'est pas les paillettes, enfin, c'est les paillettes d'une certaine manière, mais, c'est pas forcément, c'est pas les radios, c'est pas la télé. Ouais, c'est directement au consommateur, quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu te sens plus à ta place dans cet univers-là? Bah, en fait, c'est pas que je me sens plus à ma place, c'est que je me sens bien aussi, quoi. Ok. Et je me dis, en vrai, je vais forcément apprendre de cette vibe parce que je connais pas. Ouais. Et c'est des choses que j'ai pu voir, tu sais, des fois tu vas voir club de jazz, tu vas voir ça là, dans les séries, dans les machins, mais tant que t'as pas été vraiment, pourtant il y en a plein à Paris en vrai, hein, c'est pas un truc c'est pas rare en fait, hein. Ouais. Mais tant que t'as pas mis les pieds vraiment dans ce type de lieu, en fait, tu peux pas vraiment tu sais pas vraiment en fin de compte. Et là, tu t'es dit quoi quand tu fais ça? Eh ben, je me suis dit déjà que t'as des gens extrêmement forts qui sont pas connus. Déjà. Ouais. Là, tu te rends encore plus compte de tout ça parce que là, tu vois plein d'artistes différents et surtout, tu vois que ton niveau, il est pas ouf en fait. Tu te crois. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, purée, t'as des gens t'as des chanteurs, des chanteuses qui sont choristes. Qui font des chœurs sur des tournées, puisque du coup c'est des gens qui viennent dans ces types d'endroits, qui ont des projets en préparation mais qui sont pas encore sortis. Ouais. D'ailleurs c'est là où les casteurs pour les grosses émissions de télé viennent chercher leur talent en fait. Hein. Les pré-castings en général ils se font dans ces lieux-là. Hein. D'accord. Que ce soit The Voice, Nouvelle Star, Starac, ce que tu veux en fait. Et c'est là que tu te dis ah ouais il y a un vivier d'artistes en fait dans ces lieux-là. Et toi tu te dis bon ok j'ai un niveau mais en fait en vrai t'es pas la meilleure mais en fait travail quoi tu vois. Et donc on va dire que j'ai fréquenté ces lieux-là pendant un moment jusqu'à encore maintenant hein, je suis encore dans ce type d'endroit. D'accord. Parce que vraiment c'est après tu connais ce lieu-là puis après t'en découvres un deuxième et puis après en fin de compte et tu te rends compte qu'en fait c'est un petit milieu et que sur Paris en fin de compte tous les artistes plus ou moins de près ou de loin savent qui est qui, se connaissent. Ouais. Je vois. Voilà. Bah, écoute, tu vois, on est parti d'une simple conversation sur un shooting et puis finalement. J'ai raconté toute ma vie là, franchement, j'ai jamais autant raconté ma life. Tu vois, le petit qui es-tu, on a bien pris le temps de rentrer en détail dans ça et je suis vraiment heureux que t'aies partagé tout ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Émilie pour la suite là? Bah écoute, d'être heureux, non? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal déjà, hein. D'être heureux, d'être en bonne santé, de garder les proches le plus longtemps possible. Et c'est d'une importance. Ouais, et voilà, et d'évoluer, et puis advienne que pourra, hein, tu sais, après. À quand les prochains shootings là? Ah, ça c'est à toi de me dire. Hein. Ah, bon, on va en parler. On va en discuter. On va négocier ça. Comme je t'avais dit, je vais te laisser maintenant un petit moment. Antenne libre
Je sais que t'as déjà beaucoup parlé, mais je te laisse... J'ai beaucoup parlé, là. Ouais. Je parle pas autant d'habitude, moi. Bah, écoute, c'est que t'avais des choses à dire, c'est important. Donc je te laisse l'antenne libre, tu racontes un peu ce que tu veux, à qui tu veux, et quand t'as fini, tu me fais signe et je reviens, on termine l'émission en beauté. Bah, ok. Écoute, ça sera pas très long. Oh, je serai derrière dès que t'as fini, tu toques. Ah oui, carrément, tu t'en vas et tout. Ouais, je m'en vais. Comme ça, tu peux... Bah écoute, moi je vais donner un conseil à moi qui était sur la photo, enfin qui est sur la photo d'il y a 10 ans. Et donc, si je devais me donner un conseil à moi, Émilie, d'il y a 10 ans, ça serait n'aie pas peur, ne doute pas de toi, aie confiance et surtout te laisse pas marcher dessus. Et c'est un conseil que je me donne à moi, mais c'est un conseil que j'aurais pu donner à plein de jeunes femmes qui justement parfois vont pas oser faire des choses, enfin vont se remettre en question sans arrêt, ou qui n'osent pas en fait tout simplement faire ce qu'elles ont envie de faire par rapport au regard des autres, par rapport à plein de choses. Et voilà. Mon dernier mot, ça sera ose. Bon, ça y est, je t'ai laissé pas très longtemps pour ce petit message que t'as laissé. J'espère que t'as bien profité de ce moment. Ouais. C'était très cool. Merci pour l'invitation. Bah, merci beaucoup de t'être rendu disponible. Merci de continuer à m'aider à m'exprimer à travers mon travail. Vivement le 4e shooting. Mais grave. Voilà. Carrément. Essayer de trouver ça dans ton emploi du temps de star. Ouais. Un petit moment. On va trouver un petit time. Ouais. Comme on avait dit, ce serait cool de finir en musique. Ok. Qu'est-ce que tu as envie d'écouter? Eh ben, écoute, j'aimerais bien écouter ma dernière chanson que j'ai sortie il y a très longtemps maintenant. D'accord. Ça s'appelle Sans détour. Et c'était à l'époque du Covid, voilà. Ok. Je crois que je t'en aurais voulu si t'avais choisi autre chose que ta musique. Parce que mais j'aurais pu, hein. J'étais à 2 doigts de le faire. Pour le coup, c'est toi qui choisis, mais je suis content que tu aies fait ce choix-là. Ben voilà. Je m'appelle Émilie et j'ai été démasquée. Cette fois-ci c'est ton tour. Yeah. Je sais pas pourquoi je t'ai donné tant d'amour. Hey. On va le faire sans détour. Yeah. T'en as pas marre, c'est toujours les mêmes discours. Je crois que j'ai plus de sentiments. Nous deux c'est plus comme avant. Continuer à faire semblant. T'es là, tu me fais perdre mon temps. Je suis désolée, c'est pas comme si j'avais pas essayé. Et de nous deux plus rien à espérer. Et dans tes yeux je vois plus la vérité. Je crois qu'on va s'oublier. Pourquoi se torturer? S'aimer, c'est pas se déchirer. Partir sans se retourner. Cette fois-ci c'est ton tour. Yeah. Je sais pas pourquoi je t'ai donné tant d'amour.